Je m'appelle Allison, j'ai 29 ans, et je devrais être morte à l'heure qu'il est. Il y a 3 ans, les médecins m'ont annoncé qu'il ne me restait que quelques mois à vivre, à cause d'une maladie sanguine rare. Quand j'ai eu le plus besoin d'eux, mes parents ont disparu, refusant de m'aider avec les traitements qui pouvaient me sauver la vie. Puis, ma grand-mère est décédée, me léguant toute sa fortune. Soudain, mes parents sont réapparus à ma porte, accompagnés d'un frère que je n'avais jamais rencontré, les yeux brillants de la même cupidité qui les avait poussés à me laisser souffrir seule. Ils pensaient que je les accueillerais à bras ouverts. Ils avaient tort. J'ai grandi dans une modeste maison à 2 étages, dans une banlieue de la classe moyenne de Boston. De l'extérieur, nous semblions être la parfaite famille américaine, un père, une mère, et leur fille dévouée. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mes parents, Linda et Richard, étaient la définition même des bourreaux de travail. Maman gérait un magasin de luxe en centre-ville, tandis que papa gravissait les échelons dans un cabinet de conseil financier. Leur présence physique à la maison était minimale, mais c'est leur absence émotionnelle qui a véritablement façonné mon enfance. Ma mère, Linda, avait une obsession pour le statut social qui frisait le pathologique. Chaque dîner, chaque vacances, chaque achat de voiture était soigneusement calculé pour impressionner les autres. Je me souviens qu'elle passait des heures à choisir la tenue parfaite pour les réunions parents-professeurs, plus préoccupée par la façon dont les autres mères l'apercevraient, que par ce que mes professeurs pourraient dire de mes résultats scolaires. Les apparences comptent plus que tout, Allison, me sermonnait-elle. Les gens te traitent en fonction de ce qu'ils voient. C'est devenu son mantra, celui qu'elle répétait si souvent que c'en était presque notre devise familiale. Mon père, Richard, n'était pas très différent. Toute son identité tournait autour de sa carrière. Il se vantait de ses semaines de 60 heures comme de titres de gloire, manquant mes matchs de football et mes pièces de théâtre scolaire avec à peine une excuse. « Je construis notre avenir », disait-il chaque fois que j'exprimais ma déception. L'avenir semblait toujours plus important que le présent. J'ai tout essayé pour gagner leur approbation et leur attention. Des notes parfaites, des réussites extrascolaires, j'ai même adopté leurs valeurs et leurs préférences. Je suis devenue une experte pour prédire ce qui leur plairait, me transformant en la fille que je pensais qu'ils voulaient. Parfois, ça marchait. De brefs moments de fierté dans leurs yeux quand j'ai gagné le concours régional d'orthographe ou que j'ai été acceptée dans le programme d'excellence. Mais ces moments étaient éphémères, jamais suffisants pour combler le vide persistant. La seule véritable chaleur dans ma famille venait de ma grand-mère, Eleanor, la mère de ma mère. Contrairement à mes parents, grand-mère Eleanor vivait dans une imposante demeure à Beacon Hill, fruit du succès de mon défunt grand-père dans l'immobilier et de ses propres choix d'investissement judicieux après sa mort. Le contraste entre sa richesse et les efforts de mes parents pour s'élever dans la classe moyenne était saisissant. Ce qui avait encore moins de sens, c'était le ressentiment apparent de mes parents envers l'argent de grand-mère Eleanor. Ils agissaient comme si sa réussite financière était une sorte de condamnation de leur propre choix de vie. Ils faisaient des commentaires désobligeants sur les « vieilles fortunes » et les « coups de chance », ignorant le sens des affaires qui avaient transformé le succès initial de mon grand-père en une véritable fortune. Mais ce qui semblait vraiment les déranger, c'était la relation entre grand-mère Eleanor et moi. Depuis mes plus lointains souvenirs, elle me traitait différemment de mes parents. Elle me voyait vraiment. Quand je parlais, elle écoutait. Quand je réussissais quelque chose, elle célébrait, non pas parce que cela rejaillissait positivement sur elle, mais parce qu'elle se réjouissait sincèrement de mon bonheur. « Tu es suffisante telle que tu es, Allison », m'a-t-elle dit un jour, après que je lui ai avoué en larmes avoir eu la meilleure note à un examen de mathématiques. Ta valeur n'est pas déterminée par les notes, les réussites, ou ce que les autres pensent de toi. Je chéris le souvenir de mon 16e anniversaire, que mes parents avaient pratiquement oublié au milieu des préparatifs d'une importante réception professionnelle. Ce matin-là, grand-mère Eleanor est arrivée chez nous à l'improviste. Prépare un sac pour la nuit, m'a-t-elle ordonné avec un clin d'œil complice. Elle m'a emmenée à New York pour le week-end, spectacle de Broadway, restaurant chic, shopping, et boutique de créateurs. L'important n'était pas l'argent qu'elle dépensait. C'était le temps. Pendant 48 heures glorieuses, j'étais la priorité de quelqu'un.
Mes parents étaient furieux à notre retour, non pas parce qu'ils s'étaient inquiétés, mais parce qu'ils avaient dû expliquer mon absence à leurs collègues lors de leur réception. Leur colère n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Dans leur hiérarchie des préoccupations, je me classais bien en dessous des apparences professionnelles. Malgré une vie de famille émotionnellement stérile, j'ai réussi à m'épanouir sur le plan scolaire. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec mention et j'ai décroché une bourse pour l'université Northwestern. Partir à 1000 km pour l'université était à la fois terrifiant et libérateur. Pour la première fois, je pouvais me définir en dehors des paramètres étroits des attentes de mes parents. L'université est devenue mon refuge. Je me suis fait de vrais amis qui m'appréciaient pour mon moi authentique, pas pour ce que je pouvais faire pour eux. J'ai découvert des passions que mes parents auraient jugées peu pratiques, l'histoire de l'art, la littérature classique, le bénévolat dans un refuge pour animaux locaux. J'appelais consciencieusement à la maison tous les dimanches, mais les conversations devenaient de plus en plus superficielles, une reconnaissance mutuelle d'une obligation plutôt que d'un lien. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste dans une agence de marketing à Chicago. Mes parents ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes, assis raidement dans le public, partant immédiatement après pour prendre un vol de retour. Ils envoyaient des cadeaux appropriés pour les anniversaires et Noël, et je retournais à Boston pour les visites obligatoires des fêtes. Notre relation s'est installée dans une distance confortable, pas proche, mais pas activement douloureuse non plus. Au milieu de la vingtaine, j'avais été promue 2 fois et j'avais emménagé dans un bel appartement avec vue sur le lac Michigan. Je sortais occasionnellement, mais je me concentrais principalement sur la construction de ma carrière et l'entretien des amitiés qui me soutenaient. Pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment heureuse. J'avais créé une vie qui me semblait authentique et épanouissante. Je maintenais une relation étroite avec grand-mère Eleanor, lui rendant visite plusieurs fois par an et l'appelant chaque semaine. Elle se délectait de mes succès professionnels, mais semblait encore plus heureuse des récits de mon développement personnel et de mon bonheur. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi », m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation normale. Construire une vie qui t'apporte de la joie. Je ne savais pas alors que les fondations de cette vie si soigneusement construite étaient sur le point de s'effondrer sous mes pieds. À 27 ans, ma carrière était florissante. J'avais récemment été promue directrice marketing senior dans mon agence, gérant des comptes clients majeurs et dirigeant une équipe de 5 personnes. Mon patron avait laissé entrevoir la possibilité de devenir associé en quelques années. Ma vie avait une direction, un but, et une stabilité. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Les premiers signes étaient faciles à ignorer. Une fatigue inhabituelle que j'attribuais aux longues heures de bureau. Une perte de poids que je mettais sur le compte du stress et des repas sautés pendant les périodes chargées. Mais quand je me suis retrouvée essoufflée après avoir monté un seul étage d'escalier, même moi, je ne pouvais plus ignorer que quelque chose n'allait pas. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, m'attendant à ce qu'on me dise que j'étais anémique ou que j'avais peut-être une carence en vitamines. Au lieu de cela, après de multiples analyses de sang et une biopsie de la moelle osseuse, je me suis retrouvée seule dans une salle d'examen stérile, tandis que le docteur Patterson m'annonçait la nouvelle qui allait faire voler en éclats mon monde si soigneusement construit. « Je crains que vous n'ayez une forme rare de maladie du sang, dit-il, sa voix douce mais directe. On l'appelle anémie hémolytique atypique avec atteinte de la moelle osseuse. Votre corps attaque essentiellement ses propres cellules sanguines, et votre moelle osseuse n'en produit pas de nouvelles assez rapidement. » Je me souviens avoir posé des questions pratiques avec un étrange détachement, comme si nous discutions du diagnostic de quelqu'un d'autre. Quel était le traitement? Quel était le pronostic? Pourrais-je continuer à travailler? Les réponses étaient sombres. Les traitements standards avaient une efficacité limitée pour ma variante spécifique. Il existait un protocole de traitement expérimental prometteur en essai clinique, mais mon assurance le classait comme investigationnel et refusait de le couvrir. Sans traitement, il me restait peut-être 6 mois à 1 an. Avec un traitement standard, peut-être 2 ans, avec une qualité de vie en déclin progressif. Le traitement expérimental offrait le seul véritable espoir de rémission ou de guérison. Combien? Ai-je demandé, faisant déjà mentalement l'inventaire de mes économies et de mes biens.
Le coût total du traitement s'élève à environ 300 000 $, a répondu le docteur Patterson, son expression confirmant ce que je savais déjà. C'était bien au-delà de ce que je pouvais me permettre seul. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mes parents à l'aide. Pas seulement une aide financière, bien que j'en ai désespérément besoin aussi, mais pour un soutien émotionnel. J'avais besoin de ma famille. Ma mère a répondu, semblant agacée par l'interruption. Quand j'ai expliqué la situation, son ton a changé pour quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude, mais il est resté distant, comme si je décrivais un problème professionnel plutôt qu'une maladie potentiellement mortelle. « Oh, ça a l'air sérieux », a-t-elle dit. « As-tu eu un deuxième avis ? Ces médecins sont toujours si dramatiques. » Je lui ai assuré que le diagnostic était certain. Puis, me détestant de devoir demander, mais ne voyant aucune autre solution, j'ai expliqué la situation concernant le traitement expérimental et l'assurance. « C'est beaucoup d'argent », a interrompu mon père, apparemment maintenant en ligne. « Et tes économies ? Ton plan de retraite ? » J'ai expliqué que je pouvais liquider tout ce que j'avais et couvrir encore moins d'un tiers du coût. « Je ne demanderai pas s'il y avait une autre option, » dis-je, luttant pour garder ma voix stable. « Ce traitement est ma seule vraie chance. »« Nous devrons en discuter, » a répondu mon père. « Laisse-nous réfléchir à ce que nous pouvons faire. » Cette conversation a été suivie de semaines d'interactions de plus en plus frustrantes. Mes parents promettaient d'examiner la question, mais ne donnaient jamais de réponse définitive. Ils se demandaient si le traitement expérimental était vraiment nécessaire, suggéraient des thérapies alternatives dont ils avaient lu des articles en ligne, me demandaient si je ne pouvais pas participer à l'essai clinique gratuitement. Pendant ce temps, mon état se détériorait rapidement. J'ai commencé les traitements standards, qui me laissaient nauséeuse et épuisée, mais ne faisaient pas grand-chose pour stopper la progression de la maladie. J'ai pris un congé maladie, épuisant mes jours de congé puis commençant l'invalidité de courte durée. 3 mois après mon diagnostic, j'ai passé un dernier appel désespéré à mes parents. À ce moment-là, j'avais vendu ma voiture et je me préparais à résilier le bail de mon appartement pour déménager dans un endroit moins cher. « Nous y avons bien réfléchi », a dit ma mère, sa voix artificiellement compatissante. « Nous ne pouvons tout simplement pas aider avec ce traitement. Nous approchons de l'âge de la retraite, et nous ne pouvons pas risquer notre sécurité pour un traitement qui pourrait même ne pas fonctionner. » La cruauté désinvolte de ces paroles m'a laissé sans voix. Ils choisissaient leur retraite confortable plutôt que ma vie. « Je comprends », ai-je finalement réussi à dire, même si je ne comprenais pas du tout. « Merci d'y avoir pensé. » Ce fut notre dernière vraie conversation. Après cela, mes appels tombaient directement sur la messagerie vocale. Mes textos recevaient des réponses brèves et non engageantes. Ils ont envoyé un chèque de 5 000 $, une somme qui aurait pu sembler généreuse à un étranger, mais qui était insultante et inadéquate compte tenu de mes besoins et de leurs moyens. Cela ressemblait moins à de l'aide qu'à un moyen de soulager leur culpabilité. J'ai déménagé dans un minuscule studio que je pouvais à peine me permettre, même avec un loyer réduit. J'ai vendu mes vêtements de marque, mes bijoux, mes appareils électroniques, tout ce qui pouvait générer de l'argent pour les factures médicales. J'ai continué les traitements standards tout en recherchant des options alternatives et des programmes de soutien. À travers tout cela, une amie est restée fidèle. Madison, que j'avais rencontrée à l'université, est devenue mon rock. Elle me conduisait à mes rendez-vous, m'aidait à rechercher des options médicales, et passait des nuits sur mon futon inconfortable. Quand j'étais trop faible pour être seule, elle a proposé de contacter mes parents, mais j'ai refusé. Leur abandon était une blessure trop vive pour être rouverte. J'ai envisagé de contacter grand-mère Eleanor, mais j'ai hésité. Elle avait 80 ans et avait récemment eu des problèmes de santé. La dernière chose que je voulais, c'était de la charger de mes problèmes, surtout en sachant à quel point elle se sentirait impuissante. Nos appels ont continué, mais j'ai soigneusement dissimulé ma maladie, puisant une énergie que je n'avais pas pour paraître normale pendant nos conversations. Seule, à l'exception de Madison, face à la mortalité à 27 ans, j'ai connu une obscurité comme je n'en avais jamais connue auparavant.
Il y avait des nuits où je restais éveillée, me demandant si le combat en valait même la peine, si je devais peut-être accepter l'inévitable et passer le temps qu'il me restait dans autre chose que ce misérable entre-deux. Mais chaque matin, d'une manière ou d'une autre, je trouvais la volonté de continuer la bataille un jour de plus. La réalité physique de combattre seule une maladie mortelle est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Les bons jours, je pouvais gérer les soins personnels de base et peut-être une courte promenade dans le quartier. Les mauvais jours, le simple fait d'aller aux toilettes me semblait être l'ascension du mont Everest. Mes économies ont disparu à une vitesse terrifiante. Même avec l'assurance couvrant une partie des traitements standards, les copaiements et les frais à ma charge étaient stupéfiants. J'ai postulé à des programmes d'aide, j'ai passé des heures au téléphone à discuter avec des représentants de l'assurance, et j'ai exploré toutes les pistes possibles pour obtenir une aide financière. Madison était mon ange gardien pendant cette période. Elle venait après sa journée de travail, apportant souvent des provisions ou des repas préparés. Elle organisait mes médicaments, nettoyait mon appartement, et parfois, s'asseyait simplement avec moi pendant que je dormais, une sentinelle silencieuse contre l'obscurité envahissante. « Tu ferais la même chose pour moi ?» insistait-elle chaque fois que j'essayais d'exprimer ma gratitude. C'est ça, l'amitié. Je consacrais chaque once d'énergie qu'il me restait à la recherche d'options de traitement alternatives. J'ai rejoint des groupes de soutien en ligne pour les patients atteints de maladies sanguines rares, passant au peigne fin les messages à la recherche de toute mention d'essais cliniques ou de protocoles expérimentaux. J'ai contacté des hôpitaux de recherche à travers le pays, détaillant mon cas et implorant leur considération. La percée est arrivée après 4 mois de recherche. Un hôpital de recherche dans le Minnesota commençait une nouvelle phase d'essai clinique pour un traitement similaire à celui que mon médecin avait initialement recommandé. Grâce à une combinaison de la persévérance de Madison, de mes dossiers médicaux détaillés et peut-être du pur désespoir de ma candidature, j'ai été sélectionnée pour une évaluation. Le processus a été épuisant. Madison a pris des jours de vacances pour m'accompagner dans le Minnesota, où j'ai subi des jours de tests et d'évaluation. Quand le chercheur principal m'a finalement appelé dans son bureau, je me suis préparée à une autre déception. Au lieu de cela, il a offert de l'espoir. Votre cas est exactement le type de profil que nous cherchons à inclure dans cet essai, a expliqué le Dr Brennan. La progression de la maladie est suffisamment avancée pour fournir des données significatives, mais pas au point que le traitement serait futile. J'ai failli m'effondrer de soulagement. L'essai ne couvrirait pas toutes mes dépenses. Je devrais encore payer les frais de déplacement, l'hébergement pendant les périodes de traitement, et certains médicaments supplémentaires. Mais le traitement expérimental lui-même serait fourni sans frais. Le protocole de traitement était brutal. Des perfusions 2 fois par mois qui me rendaient violemment malade pendant des jours. Des prises de sang hebdomadaires et des biopsies de la moelle osseuse qui me donnaient l'impression d'être poignardée avec des pics à glace. Des médicaments avec des effets secondaires presque aussi débilitants que la maladie elle-même. Mais pour la première fois depuis mon diagnostic, il y avait de l'espoir. 3 mois après le début du traitement, mes analyses de sang ont montré les premiers signes d'amélioration. De petits changements, mais dans la bonne direction. Le docteur Brennan a mis en garde contre un optimisme excessif. Les rémissions pouvaient être temporaires, et mon type de maladie était connu pour son imprévisibilité, mais je me suis accroché à ces chiffres améliorés comme un naufragé à une bouée de sauvetage. C'est pendant cette période d'espoir prudent que j'ai reçu l'appel concernant grand-mère Eleanor. Sa gouvernante, Maria, m'a appelé pour me dire qu'Eleanor avait été hospitalisée après une grave chute. Elle vous demande, a dit Maria, sa voix lourde d'inquiétude. Les médecins disent que ça ne s'annonce pas bien. J'étais au milieu d'un cycle de traitement, mon système immunitaire dangereusement compromis. Le docteur Brennan m'a fortement déconseillé de voyager. Vous pourriez attraper une infection que votre corps ne peut pas combattre, a-t-il prévenu. Cela pourrait annuler tous nos progrès. Mais c'était grand-mère Eleanor, la seule personne qui avait toujours été là pour moi. Je ne pouvais pas lui faire défaut maintenant. Contre avis médical, j'ai pris un avion pour Boston, portant un masque et désinfectant obsessionnellement chaque surface que je touchais. Je suis arrivé trop tard. Grand-mère Eleanor était décédée quelques heures seulement avant l'atterrissage de mon avion.
Maria m'a accueillie à l'hôpital, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle a attendu aussi longtemps qu'elle a pu, m'a-t-elle dit, m'enlaçant avec précaution. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle devait vous dire quelque chose d'important. Le chagrin était immense, aggravé par le fait que je ne saurais jamais quel dernier message elle avait voulu me transmettre. Alors que Maria me conduisait à la maison de ma grand-mère, elle a mentionné quelque chose qui a encore intensifié ma douleur. Vos parents étaient là plus tôt aujourd'hui, a-t-elle dit. Ils sont arrivés environ 1 heure avant son décès. Ils avaient été là, dans le même hôpital, et n'avaient pas pris la peine de me contacter, sachant que je voyageais pour voir ma grand-mère mourante. La trahison m'a profondément blessée, rouvrant des plaies que je pensais commencer à cicatriser. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard, une cérémonie formelle qui ne ressemblait en rien à la femme chaleureuse et vibrante que l'on commémorait. J'étais assise au premier rang, physiquement séparée de mes parents par seulement quelques mètres, mais la distance émotionnelle entre nous s'étendait sur des galaxies. Ils m'ont offert des salutations et des condoléances superficielles, comme si j'étais une lointaine connaissance plutôt que leur fille. Ma mère a semblé agacée en remarquant ma maigreur, ma pâleur, le foulard couvrant ma perte de cheveux. « Tu ne prends pas soin de toi ?» a-t-elle murmuré pendant le service, comme si mon apparence était un inconvénient plutôt qu'un symptôme de mon combat pour la survie. Après le service, alors que nous nous tenions près de la tombe de grand-mère Éléanore, j'ai fait une promesse silencieuse. Je survivrai, pas seulement pour moi, mais pour honorer l'amour inconditionnel qu'elle m'avait donné. Je construirai une vie digne de la confiance qu'elle avait en moi, et je ne me laisserai plus jamais rabaisser par ceux qui auraient dû m'aimer le plus. 2 mois après les funérailles, alors que je me préparais pour une autre séance de traitement dans le Minnesota, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. L'homme au bout du fil s'est présenté comme Jeffrey Harrington, l'avocat de grand-mère Éléanore. « J'essaie de vous joindre, mademoiselle Reynolds », a-t-il dit formellement. « Il y a des questions concernant la succession de votre grand-mère qui requièrent votre attention. » J'ai expliqué ma situation de santé et mes limitations de voyage. Il a proposé de venir à moi, suggérant une urgence qui m'a intriguée. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine suivante, pendant une pause dans mon traitement. Monsieur Harrington est arrivé dans mon modeste studio, portant une mallette en cuir coûteuse et une expression de surprise qu'il ne pouvait pas tout à fait dissimuler en observant mes conditions de vie. Il s'est installé à ma petite table à manger et a ouvert sa mallette. « Je serai direct, mademoiselle Reynolds. Votre grand-mère vous a laissé l'intégralité de sa succession. » Je l'ai regardé, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Quoi ? » L'intégralité de la succession d'Eleanor Reynolds, la propriété de Beacon Hill, son portefeuille d'investissement, tous les actifs liquides et les biens personnels, vous a été légué exclusivement à vous, Allison Reynolds. La pièce semblait tanguer autour de moi. Mais ce n'est pas possible. Et mes parents ? L'expression de M. Harrington est restée professionnellement neutre. Vos parents sont mentionnés dans le testament, mais seulement pour stipuler explicitement qu'ils ne doivent rien recevoir. Votre grand-mère a été très précise sur ses volontés. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. Elle a laissé cette lettre pour vous. Elle a demandé que vous la lisiez en privé. Le reste de notre réunion s'est déroulé dans un flou, alors qu'il décrivait l'étendue de mon héritage. La demeure de Beacon Hill, évaluée à près de 8 millions de dollars. Des portefeuilles d'investissement d'une valeur d'environ 12 millions. Des liquidités de l'ordre de 3 millions, et divers biens personnels, y compris des bijoux, des œuvres d'art et des antiquités, estimées à plus d'1 million. J'étais devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Après le départ de M. Harrington, qui avait promis de s'occuper de toute la paperasse nécessaire, je me suis assise sur mon lit avec la lettre de grand-mère Éléanore, mes mains tremblant en brisant le sceau. Ma très chère Allison, si tu lis ceci, c'est que j'ai quitté ce monde, mais j'espère ne pas l'avoir fait sans avoir eu la chance de te dire à quel point je t'aime. Tu as été la joie de ma vie, la fille de mon cœur, sinon de mon corps. Je t'ai vu grandir et devenir une femme extraordinaire, malgré des circonstances qui auraient pu briser quelqu'un avec moins de caractère. J'ai vu comment la négligence émotionnelle de tes parents t'a façonné. Ton besoin désespéré d'approbation, ta peur de l'abandon, ta tendance à te faire plus petite pour accommoder les autres. Et pourtant,
ta bonté et ta force essentielle ont prévalu. Je ne te laisse pas ma succession comme une récompense ou un prix de consolation. Je te la laisse parce que je sais que tu l'utiliseras sagement, d'une manière qui me rendrait fier. Tes parents ont démontré tout au long de leur vie qu'ils accordent plus de valeur à l'argent qu'aux relations, aux apparences qu'à la substance. Ils n'honoreraient pas mon héritage comme tu le feras. Utilise cet héritage pour construire la vie que tu veux vraiment, pas celle que les autres attendent de toi. Sois assez courageuse pour donner la priorité à ton propre bonheur. Et souviens-toi que le plus grand cadeau que tu puisses te faire est la liberté de t'éloigner de ceux qui ne peuvent pas t'aimer comme tu mérites d'être aimé. De tout mon cœur, grand-mère Éléanore, j'ai lu la lettre 3 fois, les larmes coulant sur mon visage. Même dans la mort, elle avait trouvé un moyen de prendre soin de moi, de me voir, de me protéger. Cette même semaine, j'ai reçu des nouvelles fantastiques du docteur Brennan. Mes derniers résultats de test montraient une amélioration significative. Le traitement expérimental fonctionnait mieux que prévu. Bien que je ne sois pas guérie, la maladie était en recul, et mon pronostic était passé de terminal à prudemment optimiste. À mesure que ma santé s'améliorait, j'ai commencé à faire des plans. La première étape a été de visiter la demeure de Beacon Hill, maintenant ma maison, selon les documents que M. Harrington avait traités avec une efficacité remarquable. Madison m'a accompagnée, toutes deux émerveillées par l'élégante maison de ville de 3 étages, avec son architecture classique et son emplacement de choix. Parcourir ces pièces était une expérience émouvante. Chaque coin recelait des souvenirs. L'été de l'après-midi dans le solarium, les longues conversations dans la bibliothèque, les fêtes célébrées dans la salle à manger formelle. Je pouvais sentir la présence de grand-mère Éléanore partout, non pas comme un fantôme, mais comme une chaleur persistante. Dans son bureau personnel, j'ai découvert des dizaines de journaux reliés en cuir datant de plusieurs décennies. Leur lecture m'a permis de comprendre des dynamiques familiales que je n'avais jamais entièrement saisies. J'ai appris que mes parents avaient demandé de l'argent à grand-mère Éléanore à de nombreuses reprises au fil des ans, pour des projets d'entreprise, des investissements immobiliers, des améliorations de leur style de vie, et qu'ils avaient été constamment refusés. Linda et Richard voient l'argent comme une fin plutôt qu'un moyen, écrivait-elle dans une entrée. Ils croient que la richesse comblera le vide en eux. Ils ne comprennent pas que le vide vient précisément de cette croyance. Une autre entrée, datée peu après mon 16e anniversaire, disait « J'ai emmené Allison à New York pour son anniversaire. » Linda était furieuse, m'accusant d'essayer d'acheter l'affection de sa fille, comme si l'affection était quelque chose qui s'achète plutôt que de se donner librement. Je m'inquiète des valeurs qu'ils inculquent à cet enfant. Alors que je poursuivais mes traitements dans le Minnesota, faisant la navette avec Boston, je me suis peu à peu habituée à ma nouvelle réalité. La sécurité financière a éliminé d'innombrables stress, me permettant de me concentrer entièrement sur ma guérison. J'ai engagé une gouvernante à temps partiel pour la demeure et j'ai retenu les services de M. Harrington pour gérer les aspects plus complexes de la succession. Mon amélioration de santé et ma situation financière ne sont pas passées inaperçues. Un magazine économique local a publié un article sur l'héritage d'Eleanor Reynolds et sa petite-fille héritière recluse. J'ai refusé d'être interviewée, mais l'article contenait suffisamment d'informations publiques pour rendre claire l'ampleur de mon héritage. 3 jours après la publication de l'article, j'ai reçu un énorme bouquet de fleurs à la demeure. La carte disait simplement « Nous pensons à toi en ces temps difficiles. Avec tout notre amour, maman et papa. » C'était le premier contact de mes parents depuis plus d'1 an, depuis avant mon diagnostic. Avant qu'ils n'aient choisi leur confort plutôt que ma survie. J'ai mis les fleurs sur le tas de compost et j'ai jeté la carte à la poubelle. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent leur prochain mouvement. 3 mois après le début de ma convalescence, je me sentais presque à nouveau normale. Mes cheveux avaient commencé à repousser, j'avais repris la plupart du poids que j'avais perdu, et bien que je me fatigue encore facilement, je pouvais profiter d'activités simples sans être épuisée. Le docteur Brennan était prudemment optimiste quant à mes perspectives à long terme, même si j'aurais besoin de traitements d'entretien dans un avenir prévisible. Madison était venue pour le week-end, et nous profitions d'un brunch dominical paresseux dans le solarium de la demeure quand la sonnette a retenti. La gouvernante, Anna,
a ouvert et est apparu dans l'encadrement de la porte quelques instants plus tard avec une expression mal à l'aise. Mademoiselle Reynolds, vos parents sont là, avec un jeune homme qu'il présente comme votre frère. Madison et moi avons échangé des regards perplexes. Je n'ai pas de frère, ai-je dit, mon appétit disparaissant instantanément. Dois-je les renvoyer, a demandé Anna, sentant clairement ma détresse. J'y ai pensé. Comme il serait simple de leur refuser l'entrée, de préserver l'existence paisible que j'avais commencé à construire. Mais la curiosité se mêlait à une étrange fascination détachée. Comment justifieraient-ils leur abandon? Quelle histoire concocteraient-ils pour expliquer leur réapparition soudaine? Non, faites-les entrer, ai-je décidé. Madison, ça ne te dérange pas de rester? Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en arracher, a-t-elle répondu, me serrant la main en signe de soutien. Mes parents sont entrés dans le solarium avec des sourires forcés, suivis d'un jeune homme qui semblait avoir la vingtaine. Ma mère avait eu recours à la chirurgie esthétique, son visage plus lisse que dans mes souvenirs, ses cheveux savamment colorés pour cacher tout gris. Mon père avait l'air essentiellement le même, peut-être un peu plus lourd. Le jeune homme restait en retrait, mal à l'aise, son inconfort palpable. Allison, chérie, s'est approchée ma mère, les bras tendus comme si nous nous étions quittés en excellents termes la veille. Tu as l'air merveilleuse. Nous étions si inquiets. Je suis restée assise, ne faisant aucun mouvement pour l'embrasser. Vraiment? C'est intéressant, puisque vous ne m'avez pas contacté depuis plus d'1 an. Son sourire a légèrement vacillé. Eh bien, nous pensions que tu avais besoin d'espace après tout ça, mais nous sommes là maintenant, et nous avons des nouvelles extraordinaires. Elle a fait un geste vers le jeune homme. Voici Jason, ton frère. J'ai regardé l'étranger qui était censé être mon frère. Il avait les cheveux foncés, était de taille moyenne, sans ressemblance particulièrement frappante avec l'un ou l'autre de mes parents ou avec moi-même. Je n'ai pas de frère, ai-je déclaré sèchement. Mon père s'est avancé. C'est ce que nous voulions te dire. Avant ta naissance, nous avons pris une décision difficile. Jason a été donné en adoption. Nous étions jeunes, en difficulté financière. Ce n'était pas le bon moment. Nous nous sommes récemment retrouvés grâce à un site de généalogie. C'est une telle bénédiction de le retrouver après toutes ces années, a ajouté ma mère doucement. Nous voulions que tu rencontres ton frère tout de suite. L'histoire était parfaitement construite pour paraître plausible tout en étant presque impossible à vérifier. Une adoption secrète, une réunion récente grâce à la technologie. Comme c'était pratique que ce frère perdu de vue apparaisse juste au moment où j'héritais d'une fortune. Je vois, ai-je dit d'un ton neutre. Bonjour, Jason. Il a hoché la tête maladroitement. Salut. C'est bizarre pour moi aussi. Quelque chose dans son malaise semblait sincère, et je me suis demandé quel mensonge mes parents lui avaient raconté, quelle promesse ils lui avaient faite. Nous avons enduré un dîner atroce. Mes parents comblaient le silence avec des récits de leurs activités récentes, des questions prudentes sur ma santé qui ne reconnaissaient jamais leur abandon pendant ma maladie, et des références fréquentes aux liens familiaux et aux liens du sang. Madison est restée à mes côtés, sa présence un soutien silencieux. Au moment du dessert, ma mère a lâché nonchalamment ce que je soupçonnais être le véritable but de leur visite. Cette maison est si grande pour une seule personne, a-t-elle observé, faisant un geste autour de la salle à manger. Nous avons réfléchi. Ne serait-il pas logique que nous vivions tous ici ensemble? En famille. Ton père pourrait prendre sa retraite anticipée, je pourrais aider à gérer la maison, et toi et Jason pourriez avoir le temps de développer une vraie relation fraternelle. J'ai surpris le rapide échange de regards entre mes parents, le léger hochement de tête de mon père encourageant ma mère à continuer. Nous pourrions prendre soin de toi pendant ta convalescence, a-t-elle ajouté, dans une démonstration calculée d'inquiétude. Les familles devraient se serrer les coudes dans les moments difficiles. L'ironie était si épaisse que j'avais du mal à respirer. Les familles devraient se serrer les coudes dans les moments difficiles. Où était ce sentiment quand je vendais mes biens pour payer mes médicaments? Quand je faisais face à la mort seule? Je vais y réfléchir, ai-je menti, incapable de trouver l'énergie pour une confrontation.
c'est une grande décision. Ils sont partis peu de temps après, promettant d'appeler le lendemain pour continuer la conversation. Jason est resté en retrait un instant alors que mes parents se dirigeaient vers leur voiture. « Je suis désolé pour tout ça », a-t-il murmuré, me surprenant. « Ce n'est pas. Je ne savais pas. » « Ce n'est rien », l'ai-je assuré, soudain certaine qu'il était autant un pion dans leur jeu que je l'avais été. « Appelle-moi un de ces jours, sans eux. On devrait parler. » Après leur départ, Madison s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « Tu n'envisages pas sérieusement de les laisser emménager, n'est-ce pas ? » « Aucune chance, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de comprendre ce qu'ils veulent vraiment, au-delà de l'appât du gain évident. Et je suis curieuse à propos de ce prétendu frère. Ils t'ont abandonné quand tu étais mourante, Allison, m'a rappelé Madison, sa voix tendue de colère en mon nom. Ils ne méritent pas une minute de ton temps. Elle avait raison, bien sûr. Mais quelque chose en moi avait besoin de tourner la page. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de leur trahison avant de pouvoir vraiment aller de l'avant. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé recommandé par M. Harrington. En une semaine, j'avais un rapport préliminaire sur Jason Miller, mon prétendu frère. Il avait bien 25 ans, mais il n'avait pas été adopté. Il était le fils du cousin de ma mère, un parent éloigné que je n'avais jamais rencontré. Il avait récemment déposé le bilan après l'échec d'un projet de restaurant, et avait emménagé chez mes parents à peine 3 mois plus tôt. Une enquête plus approfondie a révélé que mes parents avaient commencé à consulter des avocats pour contester le testament de grand-mère Eleanor peu après les funérailles, prétendant que j'étais mentalement instable et incapable de gérer des actifs aussi importants. Leur dossier avait peu de valeur juridique, mais il pouvait potentiellement créer des batailles juridiques coûteuses et stressantes. Comme je le soupçonnais, Jason m'a appelé en privé quelques jours après leur visite. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille où il a avoué tout le stratagème. Mes parents l'avaient approché après sa faillite, lui offrant de l'aider en échange de sa participation à leur plan. Il l'avait briefé sur les détails familiaux et lui avait promis une part importante de l'héritage une fois qu'ils en auraient pris le contrôle. J'étais désespéré, a-t-il admis, la honte évidente dans son expression. Mais plus j'en apprenais sur ce qu'ils t'ont fait, plus je me sentais mal. La goutte d'eau a été de les entendre parler de te faire déclarer incompétente. Ils ont dit qu'ils étaient au courant de ta maladie depuis le début, mais qu'ils avaient décidé de ne pas l'aider parce qu'ils pensaient que ta grand-mère te laisserait tout si tu mourais jeune. La cruauté calculée de leur plan m'a sidéré. Ils avaient été au courant de mon diagnostic et avaient délibérément choisi de ne pas m'aider, pariant que la fortune de ma grand-mère finirait par être la leur si je succombais à ma maladie. Malgré cette révélation, j'ai maintenu l'apparence de considérer leur proposition d'emménager. Ils me rendaient visite fréquemment, ma mère réagençant les meubles et discutant des plans de rénovation comme si sa résidence était déjà assurée. Mon père posait des questions pointues sur les portefeuilles d'investissement et les titres de propriété, offrant son aide pour gérer ces questions complexes. Pendant tout ce temps, je formulais mon propre plan, un plan qui me libérerait définitivement de leur présence toxique. Le lendemain de la découverte de toute l'étendue de la tromperie de mes parents, j'ai organisé une réunion avec M. Harrington et une conseillère financière en qui il avait une confiance absolue. J'avais besoin de comprendre mes options et mes protections avant de continuer. Ils n'ont aucun droit légal sur votre héritage, m'a assuré M. Harrington après que je lui ai expliqué la situation. Le testament de votre grand-mère est inattaquable, et elle a inclus une clause spécifique les déshéritant. Cependant, il pourrait potentiellement déposer des contestations qui, bien qu'infructueuses au final, seraient coûteuses et stressantes à défendre. Qu'en est-il des allégations concernant ma compétence mentale ? Ai-je demandé, en pensant à la révélation de Jason. Ils auraient besoin de preuves substantielles et de témoignages médicaux, a-t-il expliqué. Compte tenu de l'amélioration de votre santé et de votre fonction cognitive claire, de telles allégations seraient difficiles à étayer. Néanmoins, les batailles juridiques sont imprévisibles et toujours désagréables. La conseillère financière, Madame Rivera, a exposé diverses options pour protéger et potentiellement liquider mes actifs. L'immobilier peut être vendu relativement rapidement sur le marché actuel, en particulier une propriété de premier ordre comme celle-ci.
Les portefeuilles d'investissement peuvent être liquidés et transférés sur des comptes à l'étranger si vous vous inquiétez de futurs enchevêtrements juridiques. J'ai examiné attentivement les options. Je n'avais pas d'attachement particulier à la demeure au-delà de son lien avec grand-mère Éléanore, et ses souvenirs resteraient, que j'en sois propriétaire ou non. Les investissements n'étaient que des chiffres sur du papier. Ce que j'appréciais, c'était la liberté que l'héritage représentait, la liberté des soucis financiers, la liberté de me concentrer sur ma santé, et potentiellement, la liberté de ma famille toxique. Je veux procéder à la liquidation, ai-je décidé, mais discrètement. J'ai besoin de temps pour mettre en œuvre un plan plus large. Au cours des 2 mois suivants, j'ai exécuté une stratégie soigneusement orchestrée. En travaillant avec des professionnels de confiance, j'ai systématiquement vendu les propriétés et les investissements de grand-mère Éléanore, les convertissant en actifs moins traçables. La demeure elle-même a été vendue à un promoteur immobilier avec un accord d'occupation de 30 jours, ce qui m'a permis de rester tout en finalisant d'autres arrangements. J'ai établi de nouveaux documents d'identité, non pas illégaux, mais en utilisant mon 2e prénom et le nom de jeune fille de ma grand-mère, créant ainsi une identité légale que mes parents auraient du mal à retrouver. J'ai ouvert des comptes dans des pays dotés de solides lois sur le secret bancaire et j'ai pris des dispositions pour la poursuite de mon traitement médical dans un nouvel endroit. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu la façade de la réconciliation avec mes parents. Je leur ai laissé croire que j'envisageais leur proposition d'emménager ensemble. Ma mère a passé des heures à aider à redécorer des pièces qu'elle n'habiterait jamais, cataloguant des objets de valeur avec une avidité à peine dissimulée. Mon père offrait des conseils financiers qui étaient une reconnaissance à peine voilée. Jason a continué à jouer le rôle qui lui était assigné tout en me fournissant secrètement des informations sur les plans de mes parents. Leur désespoir grandissait. Ils avaient des dettes importantes que j'ignorais, notamment une 2e hypothèque sur leur maison et des soldes de cartes de crédit substantielles. Ils avaient besoin de mon héritage, non seulement par cupidité, mais pour leur survie. 3 mois après leur réapparition initiale, j'ai organisé un dîner à la demeure. La liste des invités était restreinte, mes parents, Jason, Madison, et moi. La table était dressée avec la plus belle porcelaine et le cristal de grand-mère Éléanore. Le repas était préparé par l'un des meilleurs traiteurs de Boston. Mon père a levé son verre pour porter un toast. À la famille réunie, a-t-il proclamé, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Et au nouveau départ dans cette belle maison. J'ai souri et trinqué, sirotant le champagne coûteux tout en les observant par-dessus le bord de mon verre. Ils n'avaient aucune idée que leur nouveau départ était en fait le chapitre final. Le dîner s'est déroulé assez agréablement, mes parents devenant de plus en plus à l'aise, faisant des plans et des suggestions comme si leur résidence dans la demeure était une conclusion acquise. Madison croisait mon regard de temps en temps, consciente de ce qui allait se passer, mais gardant admirablement son sang-froid. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis excusée brièvement et suis revenue avec un dossier contenant plusieurs documents. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose pour chacun de vous, ai-je dit calmement. J'ai tendu une enveloppe à Jason. Ceci contient les documents d'un fonds fiduciaire que j'ai établi pour toi. Ce n'est pas énorme, mais ça devrait t'aider à te remettre sur pied et à repartir à zéro. La seule condition est que tu coupes tout lien avec mes parents. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis de compréhension. Il a légèrement hoché la tête. À mes parents, j'ai tendu le dossier. Ceci contient tout ce que vous devez savoir sur ma décision concernant votre proposition. Ma mère l'a ouvert avec empressement, puis s'est figée en parcourant le contenu. Mon père s'est penché, son expression passant de la confusion à la rage. Le dossier contenait une lettre détaillant ma connaissance de leur abandon pendant ma maladie, des relevés bancaires montrant la liquidation de tous les actifs, la documentation de la vente de la demeure avec un accord d'occupation de 30 jours, et une déclaration officielle rompant tout contact avec eux. Tu ne peux pas faire ça, a balbutié mon père, le visage empourpré. C'est la maison de notre famille. Non, l'ai-je corrigé calmement. C'était la maison de grand-mère Éléanore, puis brièvement la mienne. Maintenant, elle appartient au Bacon Hill Development Group. Nous devons tous quitter les lieux dans les 27 jours. Où est l'argent, a exigé ma mère,
son sang-froid si soigneusement entretenu se fissurant. Que as-tu fait de cet argent? Il est quelque part où vous ne le trouverez jamais, ai-je répondu. Tout comme je serai quelque part où vous ne me trouverez jamais. Ils ont explosé dans une rage prévisible, mêlée de menaces et d'accusations. Je suis resté calme, ayant anticipé chaque argument. Quand ils ont menacé d'intenter une action en justice, j'ai simplement souligné que les litiges coûtent cher, et qu'ils étaient déjà financièrement dépassés. Quand ils ont tenté la manipulation émotionnelle, je leur ai rappelé leur choix de m'abandonner quand j'avais le plus besoin d'eux. Vous pouvez partir maintenant, ai-je dit finalement, me levant pour signifier la fin de la soirée. Ou je peux appeler la police et vous faire expulser. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois que nous nous verrons. Ils sont partis dans une tempête de menaces et de récriminations, Jason les suivant silencieusement après m'avoir fait un subtil signe de tête de compréhension. Après leur départ, Madison m'a serré fort dans ses bras. Ça va? Mieux que je ne l'ai été depuis des années, ai-je répondu honnêtement. Et c'était vrai. Le poids de leur présence toxique, de leurs attentes et de leur jugement s'était envolé. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Le lendemain matin, j'étais parti, ne laissant aucune adresse de suivi, aucune piste à suivre. Seul Madison connaissait ma destination, jurant de garder mon secret. De loin, grâce aux mises à jour de M. Harrington, j'ai observé mes parents être contraints de quitter la demeure à la fin de la période d'occupation. Leurs tentatives pour contester le testament ou invoquer la fraude n'ont abouti à rien, faute de fonds pour payer les avocats. Le château de cartes financier qu'ils avaient construit s'est effondré autour d'eux, les forçant à réduire considérablement leur train de vie et à faire face aux conséquences de leur choix. J'avais gagné, non seulement la survie contre une maladie mortelle, mais aussi la liberté face aux personnes qui ne m'avaient jamais vraiment aimé comme je méritais de l'être. La ville côtière que j'ai choisie pour ma nouvelle vie ne pourrait être plus différente de la sophistication urbaine de Boston. Ici, de petites maisons colorées bordent des rues calmes qui mènent à des plages immaculées. Le rythme est plus lent, les gens plus sympathiques, l'air plus pur. Personne ne me connaît comme une héritière ou une survivante. Je suis juste Ellie Gray, la femme tranquille qui a ouvert la petite librairie sur la rue principale. Ma transformation n'a pas été que géographique. J'ai aussi changé d'apparence. Une coiffure différente, des lentilles de contact colorées, une garde-robe qui reflétait mon nouveau style de vie, plus détendu. Pas des déguisements à proprement parler, mais suffisamment de modifications pour que des observateurs occasionnels de ma vie passée ne me reconnaissent pas facilement. La lettre que j'ai laissée à mes parents était complète et sans concession. J'avais détaillé chaque moment de leur abandon pendant ma maladie, chaque mot cruel et chaque promesse non tenue. J'ai inclus des dossiers médicaux documentant mon combat pour la survie sans leur soutien, ainsi que des relevés financiers montrant que tous les actifs avaient été liquidés et transférés hors de leur portée. J'ai également laissé des preuves de leur plan pour me faire déclarer incompétente, des déclarations de Jason sur son recrutement dans leur stratagème, et des copies de leurs consultations secrètes avec des avocats pour contester le testament. Chaque trahison était mise à nu, ne laissant aucune place à l'auto-justification ou au déni. Le dernier paragraphe était à la fois une clôture et une libération. Je vous libère de toute obligation d'être mes parents, comme vous vous êtes libérés de ce rôle lorsque vous avez choisi votre confort plutôt que ma vie. Je ne vous hais ni ne vous pardonne. Je choisis simplement d'exister dans un monde où vous n'avez plus le pouvoir de me faire du mal. Grâce à des arrangements juridiques soigneusement structurés, je me suis assuré qu'ils ne pourraient pas contester mes décisions avec succès. Les actifs étaient protégés, les transactions légitimes bien que peu orthodoxes. Ils se sont retrouvés avec rien d'autre que la connaissance de ce qu'ils avaient jeté. Pas seulement une fortune, mais une fille qui les aurait aimés si seulement ils l'avaient laissé faire. Madison reste mon lien avec le passé, me rendant visite plusieurs fois par an et me tenant au courant des informations nécessaires. Elle m'a parlé du déménagement forcé de mes parents, de leur tentative désespérée pour maintenir les apparences malgré la ruine financière, de leur relogement éventuel dans un modeste appartement dans un quartier moins prestigieux. Elle m'a aussi parlé de Jason, qui nous a toutes les deux surprises en acceptant le fonds fiduciaire et en l'utilisant pour s'inscrire dans une école de cuisine, sa véritable passion avant que les pressions financières ne fassent dérailler ses rêves. Il envoie occasionnellement des messages par l'intermédiaire de Madison,
des nouvelles de ses progrès et des expressions de gratitude. Il est devenu, ironiquement, plus une famille pour moi que mes parents biologiques ne l'ont jamais été. Ma nouvelle vie tourne autour de plaisirs simples et d'un travail qui a du sens. La librairie offre une couverture suffisante pour mes revenus tout en me permettant de créer un espace communautaire dont je suis vraiment fière. J'organise des groupes de lecture, des ateliers d'écriture et des heures du conte pour enfants. La boutique est devenue un lieu incontournable du quartier, et j'y ai trouvé des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Ma santé continue de s'améliorer. Je me rends discrètement dans un centre médical à plusieurs heures de route pour des traitements d'entretien, mais la maladie reste en rémission. Chaque scanner n'était comme une autre victoire, une autre année de vie reprise aux ombres. Une part importante de mon héritage va à la recherche médicale sur les maladies sanguines rares et à une fondation que j'ai créée anonymement pour aider les patients à accéder à des traitements expérimentaux que leur assurance ne couvre pas. Chaque trimestre, la fondation sélectionne plusieurs bénéficiaires qui reçoivent un financement complet pour des traitements qui pourraient leur sauver la vie. La chance que je n'ai failli pas avoir. Parfois, je pense à grand-mère Éléanore, me demandant si elle approuverait mes choix. Je crois que oui. Ces journaux ont révélé une femme qui valorisait l'authenticité et l'autodétermination au-dessus des conventions sociales. Elle a eu le courage de définir la famille par l'amour plutôt que par le sang, de reconnaître les relations toxiques et de fixer des limites contre elles. À ma manière, j'ai fait de même. De temps en temps, je me surprends à scruter les visages des touristes en ville, m'attendant à moitié à voir mes parents. Mais Madison m'assure qu'ils ont abandonné les recherches. Convaincus par les avocats que l'argent a disparu de manière irrécupérable et que toute poursuite ultérieure est futile, ils sont passés à d'autres sources potentielles de sauvetage financier. Leurs schémas sont inchangés, malgré tout. Jason me rend visite parfois, maintenant diplômé et travaillant comme sous-chef dans un restaurant réputé. Nous avons développé une amitié prudente, tous deux en train de guérir de blessures différentes mais liées, infligées par les mêmes personnes. Nous sommes la famille qu'ils n'ont pas su apprécier, a-t-il dit lors de sa dernière visite. C'est leur perte. J'en suis venu à comprendre que la famille n'est pas définie par la génétique ou les documents légaux. Elle se construit par le choix, la constance et le respect mutuel. Madison est ma famille. Jason devient ma famille. La communauté que j'ai bâtie autour de ma librairie contient des éléments de famille. Grand-mère Éléanore sera toujours ma famille, sa sagesse continuant à me guider bien après que sa présence physique ait disparu. Le voyage de celle que j'étais à celle que je suis a été douloureux au-delà de toute description, et pourtant étrangement nécessaire. Je n'aurais jamais trouvé cette force, cette clarté, cette paix sans affronter les moments les plus sombres de l'abandon et de la trahison. De ces expériences est né le courage de définir ma propre valeur, de fixer des limites qui protègent mon esprit, de construire une vie alignée sur mes vraies valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Chaque soir, je me promène le long de la plage alors que le soleil se couche sur l'eau. Parfois, je pense à la vie parallèle que j'aurais pu vivre, mourant lentement dans ce minuscule appartement ou, pire encore, survivant mais piégé dans l'orbite manipulatrice de mes parents, cherchant éternellement une approbation qui ne viendrait jamais. Le contraste avec ma réalité actuelle est saisissant et réconfortant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour, je partagerai mon histoire avec quelqu'un de spécial, que j'ouvrirai mon cœur à une connexion plus profonde sans crainte de trahison. Peut-être que j'agrandirai la librairie, ou que je créerai une autre entreprise, ou que je transformerai mon expérience en un roman, avec des noms changés pour protéger à la fois les innocents et les coupables. Ce qui compte, c'est que ces choix sont les miens, et les miens seuls, libres des exigences ou des attentes des autres. S'il y a une leçon à tirer de mon histoire, c'est peut-être celle-ci: parfois, s'éloigner n'est pas un abandon. C'est l'acte ultime d'autopréservation. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille que l'on mérite. Et parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse se faire est le courage de construire une vie centrée sur son propre bien-être plutôt que sur l'approbation des autres. Avez-vous déjà dû vous éloigner de relations familiales toxiques pour vous sauver? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous que choisir son propre bien-être n'est pas égoïste, c'est nécessaire.